l'autre bout, sinon ce serait trop facile. Il marche. Ouais. Donc, concernant les SMT, Z3 c'est un SMT et il utilise de l'arithmétique avec la multiplication. Et est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour prédire s'il va il va tourner à l'infini Alors, non, parce que si on arrivait à prédire d'avance que le programme va boucler indéfiniment, enfin, quelque part, on pourrait répondre à la question originelle. D'accord. Donc, non, enfin, dès que le problème est indécidable, on ne peut pas dire d'avance quand ça va boucler. Ok. J'avais une question par rapport du coup, aux assistants de preuve. Vous avez tous mentionné des exemples différents de ces logiciels, mais pourquoi en choisir un par rapport à un autre? Quels sont leurs avantages, leurs différences fondamentalement? Bon, personnellement, je pense que la différence fondamentale, c'est vraiment la communauté qui les utilise. Par exemple, moi, j'utilise Lean et la communauté qui utilise Lean s'intéresse vraiment plus aux questions liées aux mathématiques. Et ça fait en sorte que la bibliothèque de Lean est plus adaptée à répondre à ce type de questions. Donc, ça dépend vraiment des questions qu'on veut attaquer. Au moins, ça, c'est une différence fondamentale. Après, il y a des différences techniques, mais ça, c'est des différences plus petites qui arrivent après. Moi, je trouve que la vraie différence, c'est la communauté derrière. Donc, par exemple, pour faire des maths, comme on fait dans une licence de maths, c'est-à-dire pour un mathématicien faire une démonstration par l'absurde, par contradiction, c'est pas un problème. Si on peut éviter, bon, peut-être on évite. Utiliser l'axiome du choix, ça ne nous dérange pas. Par contre, pour d'autres questions liées surtout à l'informatique, utiliser l'axiome du choix, c'est quelque chose que si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux. Et par exemple, Lean est plus adapté si on veut faire des maths. Et par contre, Coq est plus adapté si on veut s'intéresser à des questions d'info. Bon, personnellement, ça c'est mon avis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Petit exemple pratique sur ce que je viens de raconter. Au départ, on parle de fonction des entiers, tout bêtement. Et il se trouve que pour faire cet encadrement de f avec sa droite approximante, du coup, on est passé par les réels. Il se trouve qu'en Coq, les réels sont définis avec un certain nombre d'axiomes associés, en particulier du tiers exclu et quelques autres. Et à partir de cette propriété, on peut redéduire des propriétés toutes simples concernant les fonctions, juste sur les entiers, le fait que la fonction, par exemple, est quasi additive, comme on dit, ou des choses comme ça. Donc on a un énoncé qui est juste sur les entiers. Et on aimerait idéalement, en tout cas j'aimerais idéalement avoir ce résultat uniquement sans axiome, typiquement, sans forcément les axiomes des nombres réels. Donc voilà, ce détour m'a rajouté dans mon panier, quelque part, des axiomes qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui sont vraiment très liés au réel, et dont j'aimerais bien me débarrasser. Mais ça, il faut trouver une autre manière de faire l'épreuve. Si je peux rajouter, la vraie différence, c'est que Pierre est intéressé à se débarrasser de cet axiome, et moi, personnellement, je ne suis pas intéressé. Non, mais je ne suis pas contre non plus, hein, mais c'est vraiment parce qu'on ne travaille pas exactement dans les mêmes domaines. Et l'assistant d'épreuve reflète un peu ces deux intérêts différents. Oui, moi je suis d'accord avec Ricardo, c'est essentiellement culturel. On peut très bien utiliser Coq avec la logique classique ou l'axiome du choix, ça pose aucun problème, mais traditionnellement, la communauté, si vous allez sur la liste de diffusion de Coq Club, bon, qui est un peu qui disparaît un peu parce que maintenant il y a un Zulip qui est beaucoup plus utilisé, mais vous aurez des ayatollahs qui viennent vous dire « Oh, vous utilisez la logique classique, oh, catastrophe !» Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire du Coq. Donc c'est des phénomènes essentiellement culturels, je dirais, oui. Et pour ajouter un petit mot, ce qui est intéressant du point de vue automatisation, c'est que, par contre, le choix de l'assistant de preuve va avoir pas mal d'influence sur la possibilité ou non à automatiser. Et typiquement, là, ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est les assistants de preuve les plus difficiles à automatiser. Il y en a d'autres qui ont une logique un peu moins puissante. Alors, ça permet quand même de formaliser plein de maths, mais de fait, ils sont plus faciles à automatiser. Une autre question par ici. Vous parliez de correspondance entre tiers exclu et exception. Et comment ça me paraît pas évident. Enfin, je veux dire, pourquoi? Alors, pour être précis, les exceptions, elles sont impliquées dans une forme faible
du tiers exclu, qui est le principe de Markov. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est non A implique A pour les formules de la forme il existe une égalité. Il existe un entier tel qu'une égalité, ce qu'on appelle des formules sigma 0,1. Et qu'est-ce que c'est comment on calcule avec ce schéma-là, hein, donc non il existe x f de x égale 0 implique qu'il existe x f de x égale 0, simplement en posant un handler d'exception, en appelant le non il existe et en lui passant une fonction qui, à chaque fois qu'on va produire un témoin, lance une exception. Et à la fin, on récupère l'exception. Donc c'est une fonction qui potentiellement, c'est un algorithme dans lequel on a une preuve de il existe qui peut fournir plusieurs témoins parce qu'on a un non il existe et donc plusieurs fois on peut appeler le non il existe en lui donnant un nouveau témoin. On peut hésiter avant de trouver un témoin qui va être final, mais avec le mécanisme d'exception, on va en récupérer un. Voilà. Bonjour. J'avais une question sur l'utilisation des SMT solvers et de l'automatisation en général. Notamment, à quel point est-ce que c'est lisible quand ça marche et quand ça marche pas? Et justement, par rapport aux autres utilisateurs qui sont ici, est-ce que vous utilisez dans vos projets? Et sinon, pourquoi? Alors, je n'ai pas trop compris ce que vous vouliez dire par lisible. Bah simplement, si ça marche pas, est-ce qu'on peut avoir une idée de pourquoi ça marche pas? Et si ça marche, pourquoi ça a marché? Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Soit, si ça marche, ça va produire une preuve dans l'assistant de preuve qui n'est effectivement pas très lisible par un utilisateur. Donc, c'est pas dans l'idée de pouvoir trouver des preuves lisibles, c'est plutôt dans l'idée de décharger des choses qui de toute façon sont déjà triviales et que l'utilisateur saurait prouver, mais juste il n'a pas envie de perdre du temps. Dans le cas où le prouveur répond qu'il y a un problème, à ce moment-là, on peut afficher un message d'erreur qui explique le problème. Par exemple, on essaye de prouver quelque chose et ça va donner un contre-exemple. Et puis des fois, le prouveur il répond je sais pas, ou alors il tourne trop longtemps et je finis par l'arrêter. Et à ce moment-là, malheureusement, je peux rien dire à l'utilisateur. Il y avait une deuxième question dans la question, mais je me souviens plus. Alors donc c'est un travail en cours. Donc pour l'instant, c'est pas encore assez performant pour être vraiment utilisé en pratique. Mais dans d'autres assistants de preuve, comme je disais, notamment un qui s'appelle Isabelle, il y a de la démonstration automatique plus performante qui est très utilisée. Je peux ajouter, concernant plus généralement les méthodes de décision, pas forcément les SMT, mais de manière générale les méthodes de décision, en tout cas ma propre petite expérience, je ne peux pas vivre en Coq sans au moins la méthode de décision sur ce qu'on appelle l'arithmétique sans multiplication, les fameux arithmétiques de Presburger, ce qui en Coq récent correspond à la tactique LIA, si je ne dis pas de bêtises, j'en mets quasiment à toutes les lignes. Parce que c'est des petites choses, j'en utilise jamais sur des très grosses formules, mais c'est des petites choses qui sont assez rébarbatives à prouver en pratique et taper 3 lettres LIA règle ça de manière fiable et rapide. Par contre, je suis extrêmement impatient, c'est-à-dire que si je sais qu'il y a une méthode de décision, peut-être, ou en tout cas une méthode d'essai de recherche de preuves, et qu'elle va prendre ne serait-ce que 20-30 secondes, je n'ai pas la patience, j'arrête et je préfère écrire quelques lignes qui vont guider la machine et l'amener beaucoup plus directement à la résolution, quitte à y passer du temps à écrire ces quelques lignes. L'idée derrière aussi, c'est qu'une preuve va souvent être rejouée de multiples fois. Donc on peut parfois arriver à faire des méthodes automatiques qui vont trouver une preuve, mais si cette preuve, par exemple, met 5 minutes à être rejouée et que j'ai régulièrement besoin d'évoluer ce travail et de repasser les 5 minutes de temps machine là-dessus, parfois il vaut mieux essayer d'avoir une preuve plus courte, qui m'aura pris plus de temps au début, qui se rejouera nettement plus facilement. Pour la preuve de programme, c'est utilisé énormément. Donc, moi personnellement pas, parce que je ne prouve pas souvent des programmes, je prouve plutôt les systèmes qui montrent que les systèmes pour prouver les programmes sont OK. Mais le Y3 derrière là utilise des SMT solvers tout le temps. Et des fois quand il n'y arrive pas, on peut dire on va faire la preuve à la main, mais on essaie de ne pas le faire parce que ça va quand même vachement plus vite.
Moi, j'ai une question de béotienne, parce que je suis plus philosophe que mathématicienne, mais je m'y connais un peu en maths. Et du coup, ma question, elle est pour Chantal Keller, c'est ça? En fait, à un moment, donc, on cherche à prouver un résultat qui n'est pas forcément dans le domaine du décidable. Donc ça peut être oui, non, ou ça peut être on ne sait pas. Et pour prouver ce résultat, on utilise une petite boîte, qui est la boîte de l'arithmétique, qui va traiter les calculs arithmétiques simples sans multiplication. Et on fait un raisonnement au sein de cette petite boîte, qui est un raisonnement par l'absurde, qui donc utilise le tiers exclu. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut s'autoriser à utiliser le tiers exclu si dans un domaine qui globalement n'est pas un domaine où on est dans l'ordre du décidable. Alors il y a plusieurs choses, mais dans la logique dite intuitionniste, donc celle qui n'a pas le tiers exclu, effectivement on ne peut pas prouver le tiers exclu. Mais par contre il y a des sous-ensembles de cette logique où le tiers exclu est vrai et on peut le prouver. Et typiquement c'est le cas de l'arithmétique. Dans l'arithmétique, on peut prouver qu'on a le tiers exclu. Donc du coup, c'est pas du tout un problème de s'en servir, même dans un système intuitionniste. Et donc ça, c'était la première partie de la réponse. Et la deuxième partie, c'est que c'est pas vraiment lié aux questions d'indécidabilité, d'avoir le tiers exclu ou pas. Si je veux rajouter une chose, quand on fait des maths, bon, on essaie de démontrer des théorèmes et on peut pas. Peut-être que les théorèmes qu'on essaie de démontrer, il est indécidable. Ça, on ne sait pas. Si on trouve une démonstration, bon, on est content, on a trouvé une démonstration, mais a priori, peut-être la conjecture de Riemann est indécidable et c'est pour ça que personne ne trouve une démonstration. Bon, on ne sait pas. Les tiers exclus, bon, ça dépend un peu de la logique qu'on utilise, mais par exemple, pour moi, les tiers exclus, c'est un théorème comme les autres, donc qui est vrai, c'est-à-dire a une démonstration, et donc je peux l'utiliser comme j'utilise que 1 plus 1 égale 2. Non, c'est juste qu'effectivement, j'ai répondu sur la question indécidabilité algorithmique, mais si on parle d'indécidabilité logique, oui, il y a un rapport. Voilà. Merci pour vos exposés. Il y a une question qui concerne les types et les preuves. Il y a certains langages qui sont dotés d'inférences des types, et on a vu que typer un programme, c'était équivalent, entre guillemets, à écrire une preuve. Est-ce qu'il y aurait, entre gros guillemets, une correspondance entre l'inférence des types et des preuves automatiques? Je dirais non, a priori. Enfin, Donc il y a des cas où, si on ne fait pas trop attention quand on fabrique notre langage de programmation, l'inférence de type devient impossible, indécidable. Donc en général, on fait en sorte que ce problème-là n'arrive jamais, parce que c'est extrêmement agaçant si on se met à compiler un programme et que là le compilateur il dit il répond pas encore. Donc on restreint pour que ça n'arrive pas, justement pour pas tomber dans les problèmes de prouver des programmes. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Pour compléter, l'inférence de type, dans la correspondance preuve-programme, ça consisterait à dire qu'on a déjà une preuve et qu'on cherche quel théorème ça prouve. Et du coup, c'est un petit peu l'inverse de la démonstration automatique, où là, on a potentiellement le théorème et on cherche la preuve. Merci beaucoup. Bonsoir. Je me demandais, dans le cadre de la démonstration automatique, à quel point l'algorithme de recherche, quelle est la place des heuristiques dedans, et est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que l'intelligence artificielle est un outil qui serait adapté à ce genre de choses? Alors, très bonne question. Donc moi, les algorithmes dont j'ai parlé là, c'est des algorithmes qui sont pas de l'intelligence artificielle au sens où on l'appelle aujourd'hui, d'accord? C'est pas comme ce que fait ChatGPT par exemple. Alors, ça utilise quand même plein d'heuristiques, notamment pour l'efficacité. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est pas toujours décidable. En plus, même quand c'est décidable, en pratique, ça peut être très très long de décider.
Donc pour l'efficacité, en fait, ça va utiliser beaucoup d'heuristiques pour essayer d'aller directement dans la bonne direction. Malgré tout, ça a fait une recherche qui est pas heuristique, dans le sens où ça va produire un résultat exact. Et c'est là que c'est difficile de faire de l'intelligence artificielle, comme on l'appelle maintenant, pour de la démonstration automatique. C'est que on veut pas obtenir que le théorème est sans doute vrai, ou une preuve mais qui marche qu'à moitié. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment une preuve exacte. Et les algorithmes aujourd'hui de machine learning, comme c'est des choses statistiques, ne sont pas très bons pour donner une preuve exacte. Alors, malgré tout, il y a quand même évidemment, on s'intéresse quand même à tout ce qui est fait. Donc, des fois, ça peut aider à la recherche de preuves. C'est surtout utilisé plus en interne. Par exemple, le prouveur automatique, on va lui envoyer tout un ensemble de théorèmes qu'on a déjà prouvés pour qu'éventuellement on puisse s'en servir pour essayer de prouver ce qu'on veut prouver. Et évidemment, si on lui envoie l'intégralité des théorèmes prouvés un jour par quelqu'un, c'est beaucoup trop et il va être complètement perdu. Donc par exemple, là, ça peut être utile pour essayer de trouver l'ensemble de mon théorème qui vont permettre d'arriver à la solution. Donc voilà, c'est utilisé ça, de plus en plus, pas pour produire la preuve elle-même, parce que ça, c'est hors de portée a priori pour l'instant, mais pour aider à guider des outils automatiques plus classiques. Sous forme de suggestion, par exemple. Ricardo, vous montrez les situations où on demandait à Lynn s'il avait déjà dans sa base exactement le résultat voulu. Et on peut éventuellement, au futur, avoir une recherche approchée en disant « Ah, bah ça ressemble à quelque chose qui pourrait être intéressant ». On a déjà des tactiques de ce type-là où, à la place de trouver les résultats exacts, il trouve un résultat qui a comme conséquence les théorèmes qu'on veut, mais il a d'autres hypothèses qu'il n'a pas encore trouvées. Donc il transforme notre objectif en un autre objectif. Parfois, c'est un mauvais choix, c'est-à-dire il la transforme en quelque chose qu'on ne peut pas démontrer, il la transforme en quelque chose qu'on peut démontrer. Donc bon, on a déjà des choses de ce type-là. Et pour ChatGPT, par exemple, on a essayé de jouer un peu avec. Bon, j'avoue que je suis pas très, disons, ça marche pas très bien pour l'instant. Mais peut-être que ça va s'améliorer dans les années à venir. On ne sait pas. Je voudrais savoir si, est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent dans les énoncés de théorèmes qui ne sont pas décidables? Ou est-ce que c'est totalement... Oui, moi, je peux te donner ma réponse en tant que mathématicien. La plupart des théorèmes indécidables sont des théorèmes qui concernent des objets très basiques, très proches aux axiomes, comme par exemple les axiomes eux-mêmes sont cohérents. Mais on peut trouver des exemples vraiment avec des énoncés qui concernent des nombres entiers. Vraiment, littéralement, on écrit on n'est pas au niveau de dire cette équation a une solution ou non, mais on n'est pas très loin non plus. Et la réponse est indécidable. C'est-à-dire, c'est ni vrai ni faux. C'est aussi une question de décidabilité. Indécidabilité, c'est par rapport à une classe de problème. Si on prend la classe de problème dans laquelle il y a le théorème de Fermat, par exemple, c'est décidable le théorème de Fermat puisqu'on a une preuve maintenant. Donc, une fois qu'un théorème est prouvé de manière plus générale, on a une classe qui permet de le décider. Voilà. Donc on a des classes bien identifiées comme l'arithmétique de Presburger où il n'y a pas la multiplication qui sont décidables. Je ne sais pas ce que tu as mentionné, enfin, les théories égalitaires qui s'appellent congruence closure, je crois techniquement, qui est une classe décidable. On a des arithmétiques modulo qui est décidable, etc. Après, on pourrait imaginer beaucoup de classes décidables, mais avoir une classe décidable, avoir des classes décidables sur mesure qui permettent dans lesquelles les théorèmes qu'on veut prouver s'insèrent, c'est... Si ça se fait, enfin, je pense par exemple Pierre à un moment quand tu travaillais sur les structures d'ordre avait écrit une méthode de preuve qui décidait un certain nombre d'énoncés qui mentionnaient un opérateur d'ordre. Donc la question, enfin, si on a un théorème arbitraire, c'est compliqué de dire c'est décidable ou c'est pas décidable parce que ça veut dire est-ce qu'il rentre dans une classe qu'on est capable d'identifier syntaxiquement facilement ou pas. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Ouais. Comment est-ce que les travaux quand on appelle ça mathématiques formelles ou vérification de programme sont reçus par la communauté mathématique ou informatique? C'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un vient en disant « Regardez, j'ai publié un papier, j'ai vérifié tel théorème », comment est-ce que c'est perçu?
Et est-ce qu'il y a des gens qui font uniquement ça dans leur carrière? Enfin, c'est un domaine... Comment? Désolé, la question prend longtemps. Je constate qu'il y a de plus en plus de monde qui parle de vérification formelle, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, mais je ne sais pas exactement quelle est la nature de cet intérêt. Et donc voilà. Je pense que n'importe qui peut répondre ici. Donc au début, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc prouvé, on pouvait se dire peut-être ça pouvait faire un papier, parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles techniques qui sont inventées pour prouver des nouveaux trucs. Donc s'il y a une nouvelle technique, c'est intéressant, on peut publier ça. Maintenant, eh ben, ça dépend pas mal de domaines. Ça ne suffit pas de prouver formellement quelque chose pour avoir une publication, ça ne suffit pas de manière générale. Il faut montrer que c'est intéressant. Il y a même des domaines de recherche, par exemple le mien, le domaine de la sémantique des langages de programmation, où maintenant on s'attend presque que ce soit démontré sur ordinateur pour que le papier soit accepté. C'est pas exactement comme ça, s'il y a des idées originales, il n'y a pas besoin, mais quand c'est des gros systèmes où il peut y avoir des erreurs à plein d'endroits, il faut presque le faire. Donc ça, on tend vers plutôt... que ça, ce soit une contribution en plus, on tend plutôt vers, c'est une exigence. Je pense que ça répond par rapport à la communauté d'informatique, mais la communauté des mathématiciens, c'est assez différent. C'est pas évident d'expliquer à un mathématicien c'est quoi l'intérêt de formaliser une démonstration. En fait, typiquement, on a vérifié que c'est juste la réponse typique des mathématiciens, c'est mais on le savait déjà. Non, mais être extrêmement sûr d'avoir vérifié tous les détails, normalement, c'est pas ça que les mathématiciens cherchent. Les mathématiciens, comme j'ai dit pendant mon exposé, cherchent à comprendre une preuve. Avoir une démonstration qui a été vérifiée dans tous les petits détails, tous les cas limites, oui, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Par contre, la chose qui intéresse vraiment les mathématiciens, c'est que, comme j'ai dit, souvent, la vérification à d'autres permet de vraiment mieux comprendre les maths. Par exemple, dans les projets que j'ai mentionné dans mon exposé, on a vraiment simplifié la preuve du théorème de Scholz. C'est-à-dire, en fait, Scholz a utilisé un gros théorème. Au début, on s'est dit, bon, celui-là, on n'arrivera pas à le formaliser d'ici 4 ans, donc peut-être on va l'utiliser comme axiome. C'est pas top, mais ok, parce que c'était un théorème vraiment qui n'avait rien à voir avec la théorie. Donc on dit pourquoi pas. Mais en fait, à un moment, on s'est dit, bon, mais regardons exactement qu'est-ce qu'on a besoin de ces théorèmes-là. Bon, on s'est rendu compte qu'on avait besoin juste d'un petit corollaire, et ces corollaires-là étaient beaucoup plus simples à démontrer. Donc maintenant, on a vraiment simplifié la preuve. Et ça, c'est quelque chose qui parle à un mathématicien. Maintenant, la preuve est plus simple grâce à notre travail de formalisation. Mais l'effet qu'on a formalisé à partir des axiomes, la communauté mathématique n'est pas très intéressée à ça. Bon, après, c'est bien, hein, ils ne sont pas contre non plus, mais ils ne sont pas choqués par ça. À propos de simplification, ça me permet aussi de remettre quelques précisions concernant, quand on parlait d'axiomes tout à l'heure, ce n'est pas juste du dogmatisme de dire il faut pas tel axiome, c'est aussi que parfois se passer de certains axiomes, en particulier du raisonnement par contradiction, permet aussi de faire des raisonnements un peu plus directs et d'avoir des preuves que je trouve personnellement plus simples, où on va directement un peu plus à l'essentiel. Après, sur la réception auprès des communautés, par exemple, je viens d'expliquer comment j'ai bénéficié de preuves de collègues combinatoriciens. J'essaie d'expliquer au passage ma démarche d'avoir une preuve sur ces domaines-là. Bon, ils me regardent d'un air, comment dire, bienveillant, mais pas forcément aussi moteur. Ils sont curieux, je pense. En tout cas, je peux expliquer des choses. Est-ce qu'eux s'y mettront demain ? C'est pas forcément certain. Et pourtant, Dieu sait si c'est un domaine où il y aurait moyen de faire, avec des maths souvent discrètes, avec des raisonnements par cas, des preuves complexes, ça peut effectivement apporter, mais à condition que ça apporte également aux preuves elles-mêmes, comme vient de le dire Ricardo. Et ça sera la dernière question. Bonjour, merci pour vos exposés. Du coup, moi je viens plutôt de la cryptographie en fait, et du coup c'est un domaine qui est un peu, vu qu'on fait pas mal de preuves de maths, etc., mais aussi des implémentations derrière, enfin c'est des choses qui sont intéressantes. C'est des choses, on va dire, moi de mon côté je trouve que c'est un domaine où ça s'applique assez bien, vu qu'on a pas mal de critères de sécurité assez forts. Est-ce que c'est des choses qui touchent à vos domaines, ou des choses dont vous voyez des
je sais qu'il y a des gens qui font de la vérif, mais est-ce que vous voyez un peu ça de votre côté ou pas trop? J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais oui, j'ai déjà entendu parler de preuves formelles de parties cryptographiques, sachant que les choses peuvent être éminemment diverses, en particulier, je veux dire, au premier niveau, d'arriver à vérifier que le protocole est correct, au sens où à la fin, on aura peut-être effectivement décrypté, crypté puis décrypté un message, donc on récupère bien le message d'origine. Ça, je veux dire, c'est le niveau 0, de s'assurer qu'on ne va pas tout changer le message au fur et à mesure. Mais après, il y a nettement plus intéressant pour les collègues cryptographes, c'est d'arriver à montrer que le message n'était pas lisible par quelqu'un d'autre. Et là, souvent, on rentre dans des preuves qui nécessitent de faire des hypothèses sur l'environnement, sur le contexte, sur qu'est-ce que l'attaquant a le droit de faire, etc. Et ça, pour le coup, c'est des preuves qui peuvent être extrêmement dures à ne serait-ce que spécifier et puis après à prouver. Oui, donc juste par rapport à ce que Pierre disait, il y a effectivement des façons de formaliser tout ça, des trucs qui s'appellent Applied PyCalculus, qui disent on suppose des choses, on écrit des protocoles, tout ça. Je voudrais mentionner, parce que c'est important pour cette question-là, il y a un assistant de preuve qui s'appelle F-star, et la manière de faire, c'est on peut écrire mathématiquement qu'est-ce qu'on veut à un haut niveau, où c'est facile de lire ce qui se passe. Donc on a une spécification très très mathématique, très facile à lire, et qui dit ok, on a ça. Puis après il y a toute une série de raffinements qui disent de plus en plus bas niveau, qui disent comment est-ce qu'on va implémenter ça. Parce que quand on fait de la crypto, le fait que ça implémente telle fonction correctement, c'est facile à faire. Par contre, faire en sorte que les algorithmes qui sont utilisés soient rapides, ce qui est absolument indispensable pour du logiciel de cryptographie, ça c'est très très difficile. Il faut faire plein de spécifications, les opportunités d'erreur sont très importantes, et donc il y a toutes des étapes de raffinement qui sont à l'intérieur du même langage de programmation qui s'appelle F-star, donc, et ça se dérive vers le C, je crois, et ça utilise un compilateur certifié après pour être sûr. Donc c'est un domaine très très utile et une application très très importante. Et Hugo parlait d'erreurs qui ont été trouvées, mais vas-y. F-star ont trouvé des erreurs dans OpenSSL. Ok, d'accord. Ok, moi non plus. Merci. Merci à tous. Merci encore à nos orateurs.